Le 11 décembre 2017, le programme américain de retour sur la Lune est lancé par le président de l'époque, Donald Trump, avec pour but de mener une nouvelle mission en surface d'ici à 2024. Son nom, Artemis, est donné en référence à la sœur jumelle d'Apollon. Mais derrière les ambitions politiques, ce programme va progressivement nous rappeler à notre simple fragilité au milieu de l'univers. Aujourd'hui, nous retraçons la route d'Apollo à Artemis II, plus de 60 ans de doutes et de promesses.
T-minus 20. T-minus 15. T-minus 10. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. And this is the LT Minotaur launch vehicle is carrying the AA-2 launch aboard system for a full express test. Mach 1.1. In about 10 seconds, we will see the abort. Abort initiation. Pyros 1 and 2 discharge both sides. Good chamber pressure. Good control. Reorientation. Settling phase. Jettison. Pyros 3 and 4 discharge both sides. Squib power enabled. Space is open to us now, and our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, free men must fully share. 25 mai 1961. Les États-Unis, en guerre froide avec l'Union soviétique sur tous les fronts, y compris dans l'espace, décident de pousser la course vers un objectif audacieux. Le président John F. Kennedy, debout devant les membres du Congrès américain, déroule la politique spatiale américaine qu'il désire pour la décennie 1960. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. We propose to accelerate the development of the appropriate lunar spacecraft. We propose to develop alternate liquid and solid fuel boosters, much larger than any now being developed, until certain which is superior. We propose additional funds for other engine development and for unmanned exploration, explorations which are particularly important for one purpose which this nation will never overlook: the survival of the man who first makes this daring flight. But in a very real sense, it will not be one man going to the moon. We make this judgment affirmatively. It will be an entire nation, for all of us must work to put him there. Cela fait à peine 1 mois et demi que Yuri Gagarin est devenu le premier être humain à dépasser la ligne de Kármán, cette frontière symbolique séparant l'atmosphère de notre planète et le vide de l'espace. Du côté états-unien, Alan Shepard a suivi le pas le 5 mai, mais uniquement pour un saut de puce. Lorsque le président Kennedy annonce poser un homme sur la Lune d'ici à la fin de la décennie, la NASA n'est âgée que de 3 ans et un seul de ses astronautes a atteint l'espace pour un vol de seulement 15 minutes et 22 secondes. Il s'est rendu à seulement 187 km d'altitude contre les 384 000 qui séparent la Terre de la Lune. Kennedy ne le verra pas, mais grâce à un budget conséquent attribué à la NASA, budget qu'on ne lui attribuera jamais plus par la suite, et la pression d'une compétition entre deux superpuissances, les États-Unis vont dérouler un plan logique, progressif et parfois un peu trop imprudent.
Mercury, pour comprendre l'environnement. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. Gemini, pour les vols à deux, les rendez-vous et les sorties spatiales. Gemini 12, Houston Capcom, 1 minute to LOS. New EVA record, beautiful job. Pour en venir à Apollo, qui atteindra finalement la Lune non pas une, mais 9 fois, dont 6 à sa surface. Oh man, hey Jack, just stop. You owe yourself 30 seconds to look up over the South Massif and look at the Earth. What? The Earth? Just look up there. Mean one Earth, you've seen them all. No, you haven't, babe. When you begin to believe that. Cette réussite aura causé de nombreux drames, dont le plus célèbre est l'incendie de la capsule d'Apollo 1, coûtant la vie à l'équipage. Et après Apollo 17, la Lune sera abandonnée par les politiques américains, la NASA sera définancée pour les décennies qui suivront, et malgré les nombreux discours de présidents annonçant un retour, aucun ne voudra financer suffisamment la NASA pour le permettre. Dans ces annonces et projets, la rhétorique de colonisation et de conquête est omniprésente, mais pour ce qui est de la science, elle ne s'est toujours contentée que de miettes. Lors d'Apollo, il a fallu une pression de la communauté scientifique pour permettre à un géologue de se rendre sur la Lune. Les expériences étaient très limitées et tout s'est arrêté très vite, car même si les scientifiques en voulaient plus, le public se lassait de la Lune et surtout, pour les politiques, renouveler indéfiniment un exploit n'avait aucun intérêt. Après tout, on s'y était déjà posé 6 fois. Maintenant, il fallait gagner la guerre du Vietnam et continuer à étendre l'influence des États-Unis sur le monde face à celle de l'Union soviétique, poursuivant le même but. Pour ce qui est du spatial, il fallait le transformer en routine, avec un véhicule réutilisable et économique, en tout cas sur le papier, la navette spatiale. Ce même véhicule permettra de lentement réconcilier les États-Unis et l'Union soviétique, puis la Russie, en bâtissant des projets communs qui s'ouvriront également aux autres nations, dont les Européens, à bord des stations Mir, de missions scientifiques à bord de navettes, le tout culminant avec la Station spatiale internationale, seul territoire multinational où les guerres n'ont eu aucune influence. Sur le plan social, la course à la Lune des années 1960 était représentative de la ségrégation et de la discrimination de l'époque. Les femmes, bien qu'ayant prouvé qu'elles étaient tout aussi compétentes comme astronautes que les hommes, ne pouvaient en aucun cas devenir astronautes. En fait, là où l'URSS enverra une femme pour la première fois dans l'espace, cette part de la compétition n'intéressera tellement pas les États-Unis qu'ils attendront 21 ans avant d'envoyer une Américaine dans l'espace. Ce sera après Mercury, après Gemini, après Apollo, après Skylab, et une fois que la navette spatiale sera développée et testée. Elles seront alors incluses dans les mêmes recrutements que des astronautes afro-américains, mais aussi des touristes spatiaux,
comme pour dire que les femmes et les Afro-Américains ne seraient que des passagers sans une réelle responsabilité dans le vol. Malgré tout, les 135 missions de navettes spatiales permettront à toutes les catégories de population de devenir des pilotes, des commandantes, de réaliser des sorties spatiales ou même de manœuvrer Hubble. Mais dans l'histoire du XXe siècle, la Lune sera restée réservée à des hommes blancs, une trace indélébile, un rappel du sexisme et du racisme des années 1960. I'm not proposing a 10-year plan like Apollo. I'm proposing a long-range, continuing commitment. For the new century, back to the moon, back to the future, and this time, back to stay. And then a journey into tomorrow, a journey to another planet, a manned mission to Mars. The Space Council will report back to me as soon as possible with concrete recommendations to chart a new and continuing course to the moon and Mars and beyond. Le retour sur la Lune a toujours été une carotte brandie devant l'âne qu'était le grand public aux yeux des présidents. Mais jamais, depuis les années 1960, on a donné les moyens de le concrétiser. Cet objectif s'est donc réalisé très lentement, avec le peu de budget que la NASA et les partenaires internationaux pouvaient lui attribuer. Dès le début des années 1990, George Bush Sr. annonce le développement d'un grand lanceur, le National Launch System, pour un retour sur la Lune. Ce lanceur reprend les bases technologiques de la navette spatiale pour réduire les coûts, mais ne sera pas développé. Par la suite, son fils, George W. Bush, annonce au début des années 2000 un projet de retour sur la Lune avec un dérivé du National Launch System qui fera suite à la navette spatiale une fois celle-ci à la retraite. Our second goal is to develop and test a new spacecraft, the Crew Exploration Vehicle. Using the Crew Exploration Vehicle, we will undertake extended human missions to the moon as early as 2015, with the goal of living and working there for increasingly extended periods of time. Toujours sans claire augmentation de budget, la NASA commence alors le lent développement d'une capsule, la CEV, renommée par la suite MPCV et plus tard nommée Orion, et deux lanceurs, l'Ares 1 et l'Ares 5, qui reposent presque totalement sur les technologies de la navette spatiale et la philosophie du National Launch System. Cependant, après l'investiture du président Obama, la crise financière de 2008 frappe le monde, ce qui contraint à de nouveau changer les plans. Comme prévu, la navette spatiale va effectivement prendre sa retraite, mais Constellation est annulée. Orion et les lanceurs Ares, en revanche, subsistent et continuent à être développés, mais pas pour la Lune. I understand that some believe that we should attempt a return to the surface of the moon first, as previously planned. But I just have to say, pretty bluntly here, we've been there before. Buzz has been there. There's a lot more of space to explore and a lot more to learn when we do. We'll start by sending astronauts to an asteroid for the first time in history. By the mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. And I expect to be around to see it. Orion reste Orion, mais les lanceurs changent. En 2009, Ares 1X, qui devait devenir à terme le lanceur Ares 1 pour desservir l'ISS, fait son premier et dernier vol. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Liftoff of Ares 1X. Testing concepts for the future of new rocket design.
altitude now 2 miles. Chamber pressure now tapering off as designed. The vehicle is aligned itself with the planned trajectory. We passed Mach 1 and we're now passing Max Q. We have our Max Q system ID maneuver PTI engaged. Solid motor chamber pressure picking up again. T plus 62 seconds. Now passing Mach 2. Vehicle now 10 miles altitude, downrange distance 8 miles, and a velocity of 1,540 miles per hour. Plus 80 seconds, we've started our supersonic large amplitude ID maneuver PTI. We see the response. Started the last PTI maneuver, structural mode ID, and we passed T plus 105 seconds. Vehicle's now traveling Mach 4, 20 miles altitude, downrange distance 32 miles. The SRM tail off is observed. Burnout. Our APUs have shut down. CRDs have shut down. BDM fire. And SEP. We show a SEP. The administrator of NASA, Charlie Bolden, is about to announce the most powerful rocket in history. I'd like to show you what the new rocket looks like. En 2011, on annonce la création d'une fusée géante pour envoyer des humains vers des astéroïdes et dans l'espace profond, directement dérivée du National Launch System et de l'Ares-5, le Space Launch System, ou SLS. Today, I'm pleased to announce that NASA has selected the design of its new deep space system that will take American astronauts further into space than any nation has gone before and create jobs right here at home. Private companies are preparing to take over transportation to the International Space Station in low Earth orbit. Satellites are on their way to Jupiter and the Moon, and plans for human mission to an asteroid and onto Mars are taking shape. In combination with the crew capsule already under development, commercialization of astronaut travel to low Earth orbit, extension of activities of the International Space Station, and a fresh focus on new technologies, the new Space Launch System, or SLS, is key to implementing the plan laid out by President Obama and Congress in the bipartisan 2010 NASA Authorization Act. The SLS will be the cornerstone of our deep space human exploration program.
President Obama has challenged us at NASA to be bold and to dream big, and that's exactly what we do. While I was proud to fly on the space shuttle, tomorrow's explorers will dream of one day walking on Mars. En 2014, Orion EFT-1, mission de qualification de la capsule, fait un vol sans SLS à destination de l'orbite haute de notre planète. Perchée sur une Delta IV Heavy, une fusée née en partie des restes du National Launch System de Bush père, elle décolle avec succès. Rofi ignition. 10, The igniters have been lit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff at dawn. The dawn of Orion and a new era of American space exploration. Good engine control in the first stage. Passing 25 seconds. Velocity 1,341 feet per second. Passing 31 seconds, still looking good. Good engine control. Good chamber pressure in all three boosters in the full power mode. 40 seconds in. Standing by to go to the partial thrust mode in the core. And we have partial thrust command in the core. Core chamber pressure beginning to drop as expected as we're coming up on the 1 minute mark. Mark, 1 minute into the flight. Still looking good. Good chamber pressure in the core booster in the partial thrust mode. Good chamber pressure in port and starboard in full power mode. 1 minute, 15 seconds into the flight. We have the hydrazine supply valve open in the second stage. 1 minute, 22 seconds in. Max Q, maximum dynamic pressure on the vehicle. Passing 124, Mach 1. Orion and Delta IV now transcending the speed of sound. 1 minute, 31 seconds in. Good engine control in the first stage. Coming up 1 minute, 40 seconds. Velocity now 1,341 feet per second. 1 minute, 50 seconds in. Still looking good. Coming up on 2 minutes. 2 minutes into the flight. And we've had partial thrust command. Port and starboard should be toggling down to the partial thrust mode. Standing by for main engine cutoff. We have cutoff in the port and starboard and separation. A good separation of the port and starboard boosters. And we have partial thrust command in the core. Core chamber pressure beginning to go down. As expected, standing by for MECO. We have MECO. The main engine has cut off. Standing by for stage separation. Each have stage separation. Heads is deploying. The nozzle has been extending. Standing by for igniter spark. And we have igniter spark, and we have ignition. Ignition on the second stage. Second stage chamber pressures beginning to rise. This is Mission Control Houston. We're taking over commentary at this point as we come up on the first two critical Orion program milestones, the service module fairing panel jettison and the launch abort system jettison, standing by for those first two critical events. The service panel jettison has occurred. The three 13 by 14 foot panels have separated. And we have launch abort system jettison. Déjà, les contours de ce qui deviendra Artemis se dessinent. Le second étage de la Delta IV Heavy sera plus tard utilisé comme second étage de la SLS, la tour de sauvetage est similaire, et le module de service, censé apporter tout le nécessaire aux astronautes sur de futures missions, a déjà les formes qu'il aura pour de vraies missions futures. Lors de ce vol, EFT-1, ce n'est qu'une maquette, mais en Europe, c'est Airbus qui est chargé de construire les futurs modules opérationnels. Le premier nom de Orion, avant que ça s'appelle Orion, c'était MPCV, le programme. Et MPCV, ça veut dire Multipurpose Crew Vehicle. Donc grosso modo, ça veut dire un véhicule habité pour faire tout ce que tu veux.
Donc quand tu pars avec ça, comme périmètre, c'est très compliqué. Donc il fallait être extrêmement versatile, il fallait avoir une conception robuste pour pouvoir être adaptable à plein de types de missions. Parce que grosso modo, la NASA voulait un vaisseau avec des astronautes dedans, mais elle ne savait pas trop exactement pourquoi. Donc ça, c'est une philosophie de conception qui est très spéciale. Donc pas de besoin spécifique, mais essayer de garder un design le plus générique possible, en se disant, les exigences du client vont venir en fait petit à petit. Donc on part déjà avec un scope très large, et on essaye en fait de faire au fil de l'eau tout en gardant des options sur la table ouverte. Tout a commencé de façon très dynamique pour nous. Les Américains étaient déjà un peu plus avancés dans le développement. Ils étaient déjà en train de développer le vaisseau spatial. Grâce à l'ATV et à l'expérience que l'équipe a acquise ici en Europe, nous nous sommes rapprochés étroitement des Américains et nous avons dû faire un véritable sprint pour rattraper le retard vis-à-vis des Américains, tant au niveau de l'industrie que de l'agence. Et c'était pas toujours facile. Non, c'est vrai. Mais nous avons beaucoup appris durant cette période grâce à ce dynamisme américain et à cette diversité au sein de nos équipes. Quand la capsule Orion EFT-1 amérit dans l'océan Pacifique le 5 décembre 2014, ce programme commence à montrer son potentiel technique. Mais le but n'est pas clair. Aucun réel programme n'est défini, la SLS et Orion n'ont aucun objectif, et désormais, il suffit d'en créer un et de lui donner un nom. Un effort minimal qui permettra à l'homme politique qui le fera de s'attribuer la réussite de 25 années de développement avant lui. Thank you very much, Vice President Pence, for helping. Where's our Vice President? Great job. Great job. To restore American leadership in space. We also welcome astronauts Christine Koch and Peggy Whitson. The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. It marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond. This is a giant step toward that inspiring future, and space has so much to do with so many other applications, including a military application. And it also happens to mean jobs. Jobs. And we love jobs too, right? L'objectif de ce programme est de ramener des hommes, et pour la première fois des femmes et des personnes racisées sur la Lune, mais cette fois de façon durable, avec une base lunaire, une station lunaire en orbite, avant de mener des missions habitées vers Mars. Et tout commencera avec le retour sur la surface lunaire, prévu alors pour 2024. « 50 years ago, we pioneered the path to the moon. The trail we blazed cut through the fictions of science and showed us all what was possible. Today, our calling to explore is even greater. To go farther, we must be able to sustain missions of greater distance and duration. We must use the resources we find at our destinations. We must overcome radiation, isolation, gravity, and extreme environments like never before. These are the challenges we face to push the bounds of humanity. We're going to the moon to stay by 2024, and this is how. This all starts with the ability to get larger, heavier payloads off-planet and beyond Earth's gravity. For this, we designed an entirely new rocket. The Space Launch System. SLS will be the most powerful rocket ever developed. And with components in production and more in testing, this system is capable of being the catalyst for deep space missions.
We need a capsule that can support humans from launch through deep space and return safely back to Earth. For this, we've built Orion. This is NASA's next-generation human space capsule. Using data from lunar orbiters that continue to reveal the moon's hazards and resources, We're currently developing an entirely new approach to landing and operating on the moon. Using our commercial partners to deliver science instruments and robotics to the surface, we are paving the way for human missions in 2024. Our charge is to go quickly and to stay, to press our collective efforts forward with a fervor that will see us return to the moon in a manner that is wholly different than 50 years ago. We want lunar landers that are reusable, that can land anywhere on the lunar surface. The simplest way to do so is to give them a platform in orbit around the moon from which to transition. An orbiting platform to host deep space experiments and be a waypoint for human capsules. We call this lunar outpost Gateway. The beauty of the Gateway is that it can be moved between orbits It will balance between the Earth and Moon's gravity. in a position that is ideal for launching even deeper space missions. In 2009, we learned that the moon contains millions of tons of water ice. This ice can be extracted and purified for water. It can be separated in oxygen for breathing or hydrogen for rocket fuel. The moon is quite uniquely suited to prepare us and propel us to Mars and beyond. This is what we are building. This is what we're training for. This we can replicate throughout the solar system. This is the next chapter of human space exploration. Humans are the most fragile element of this entire endeavor, and yet we go for humanity. We go to the moon and on to Mars to seek knowledge and understanding and to share it with all. We go knowing our efforts will create opportunities that cannot be foreseen. We go because we are destined to explore and see it with our own eyes. We turn towards the moon now, not as a conclusion, but as preparation, as a checkpoint toward all that lies beyond. Our greatest adventures remain ahead of us. We are going. We're going. We are going. We are going. We're going. Évidemment, comme les programmes précédents, l'objectif premier n'est pas scientifique. Bien que la Lune soit un objet fascinant pour les géologues et que l'exploration spatiale amène toujours son lot d'innovations technologiques qui amènent à des retombées concrètes sur Terre, la science a toujours été en retrait des programmes spatiaux mondiaux. Pour faire simple, elle a réussi à s'immiscer dans des programmes purement politiques. On peut remonter à 1958, quand lors des débuts de la course à l'espace entre Américains et Soviétiques, les États-Unis désirent mettre en orbite leur premier satellite en réponse à Spoutnik. La science étant mieux vue qu'un objet de surveillance ou de propagande directe, le satellite américain choisi est Explorer 1, qui a pour utilité première d'étudier l'environnement spatial autour de la Terre et découvrira par la même occasion une ceinture de radiation nommée en l'honneur du directeur du projet, le Dr James Van Allen. Cette étude des radiations n'était en aucun cas la justification du lancement de ce satellite, mais les scientifiques ont réussi à tirer quelque chose d'utile à leur domaine sur une mission purement géopolitique. De même, la création de la fusée SLS et Orion servait de moyen pour conserver l'emploi dans l'industrie spatiale américaine après l'arrêt des navettes, afin de notamment desservir la Station spatiale internationale, elle-même créée et maintenue en orbite par une volonté d'assurer une présence continue dans l'espace, afin de ne pas laisser ce territoire uniquement à d'autres nations. Le fait que la SLS soit le fer de lance d'un programme lunaire va donc naturellement amener un petit lot de sciences sur le côté, que ce soit de la géologie ou de la biologie humaine, derrière l'objectif principal, à savoir répondre aux ambitions lunaires chinoises. En revanche, malgré les grandes annonces, le budget de la NASA est très restreint. Il ne faut pas oublier que le vol habité n'est pas la seule mission de l'agence, puisque depuis sa création, elle se concentre sur le développement de technologies aéronautiques, l'étude de phénomènes atmosphériques, la biologie marine,
la physique des matériaux, mais aussi l'éducation scientifique. Vu que cette recherche est financée par les impôts et la contribution technique internationale, toutes les technologies développées et la science générée par la NASA sont disponibles en accès libre et sont dans le domaine public, à disposition de toutes et tous. Afin de financer Artemis, il va donc falloir faire des choix, ou plutôt des sacrifices. Pour ce qui est de la SLS, la fusée lunaire, on se base en grande partie sur les technologies de la navette spatiale. Pour le reste du programme, la station lunaire sera construite par les partenaires internationaux, dont le Japon, l'Europe et le Canada, et les atterrisseurs lunaires habités ou non sont confiés à des sociétés privées sur la base de contrats assez précaires. Contrairement au programme Apollo, où le budget permettait à la NASA de dessiner les composants de la fusée, des modules et des outils nécessaires en confiant ensuite la conception aux entreprises privées, Artemis souffre d'un budget ridicule. Désormais, à l'exception de la SLS, les entreprises privées ont la liberté de créer comme bon leur semble les modules pour lesquels elles ont reçu leur contrat. C'est le cas par exemple de SpaceX, qui choisit d'adapter l'architecture de son futur Starship pour en faire un atterrisseur lunaire. En conséquence, sur certaines parties du programme, la NASA perd la maîtrise d'œuvre et ne peut que faire confiance dans ces entreprises pour assurer les délais et résoudre les problèmes éventuels de leurs solutions. Reprendre l'architecture de la Saturne V n'aurait pas non plus permis de faire une économie ni de gagner du temps. D'abord parce que l'objectif assumé d'Artemis est de dépasser les accomplissements d'Apollo en allant plus loin et plus durablement. Mais surtout, les techniques de fabrication de la Saturne V ne sont plus utilisées dans l'industrie, notamment certaines techniques de soudure, depuis longtemps remplacées par d'autres, au point que seule une poignée de personnes sait encore les réaliser. Il est donc plus simple et moins cher de se reposer sur des matériaux et techniques contemporaines, comme il est plus simple aujourd'hui de construire un paquebot moderne que le Titanic avec les techniques de l'époque. La SLS est un immense ensemble de composants venus de tous les États-Unis et d'Europe. Les boosters sur les côtés sont très exactement les mêmes que ceux qui propulsaient la navette au décollage. Conçus par Northrop Grumman dans l'Utah, ils se décomposent en 5 sections, une de plus que pour les navettes, et fournissent une poussée énorme au lancement. Composé d'un carburant sous forme solide qui se consume dans une cavité centrale, il agit comme un feu de Bengale. Une fois allumé, les boosters délivrent la poussée en continu sans possibilité de les éteindre ou de contrôler la puissance. Ils sont ensuite séparés par des systèmes pyrotechniques. Contrairement aux vols de navettes spatiales où ils amérissaient sous parachute pour être réutilisés, le système de parachute est absent sur ceux de la SLS afin d'économiser 5 tonnes de masse. L'étage central, le Core Stage, conçu par Boeing, est une légère modification du réservoir central de la navette. Il abrite 144 tonnes d'hydrogène liquide et 840 tonnes d'oxygène liquide. Ces ergols sont conservés respectivement à -253 et -183 degrés Celsius, protégés de l'extérieur par un isolant jaune qui brunit au soleil. À sa base, les moteurs principaux, les RS-25, sont les mêmes que ceux qui équipaient les navettes, à la différence qu'ils sont 4 au lieu de 3 à l'époque. D'ailleurs, par souci de coût de production, les premiers vols de la SLS utiliseront des moteurs ayant déjà volé sur des navettes et qui dorment depuis plus de 10 ans dans des hangars. Au-dessus, on a le LVSA, une structure conique qui permet de faire une jonction avec le second étage et d'abriter son immense moteur. Le second étage, l'ICPS, conçu par United Launch Alliance, est une légère adaptation du second étage de la Delta IV Heavy. Il contient lui aussi un réservoir de 4 tonnes d'hydrogène liquide et un autre de 25 tonnes d'oxygène liquide. Il est propulsé par un moteur RL-10 avec une tuyère qui se déploie avant de s'allumer. Au-dessus du second étage, on trouve Orion
et son module de service. La capsule, conçue par Lockheed Martin, contient tout l'espace habitable du vaisseau et le module de service, conçu par Airbus sous la direction de l'Agence spatiale européenne, est un dérivé de l'ATV, le cargo européen qui a ravitaillé plusieurs fois la Station spatiale internationale. On y trouve tous les réservoirs d'eau, de carburant, mais aussi les panneaux solaires et les moteurs de manœuvre. L'ESM, il est composé de plein de composants. Alors, au total, il y a plus de 22 000 pièces qui composent l'ESM. Et dans ESM, la première lettre c'est E pour European. Et donc effectivement, c'est comme n'importe quel projet Airbus, c'est un puzzle qui vient de plein de parties de l'Europe. Au total, il y a 10 nations qui contribuent majoritairement européennes pour l'ESM. Et les contributeurs majeurs sont l'Allemagne en premier, l'Italie et la France. On a 24 moteurs de contrôle d'attitude, donc c'est des petits moteurs qui servent à s'orienter. 2x12 pour la redondance. On a des composants un petit peu sensibles des États-Unis qui viennent, notamment le moteur principal, donc le moteur OMS-E, qui est un vieux moteur en fait de la navette américaine. Donc pour la petite histoire, si vous regardez la navette américaine, vous avez derrière les 3 moteurs principaux, le SSME, et puis sur les côtés à droite et à gauche, il y a 2 petits moteurs, enfin petits, ils sont quand même gros, mais ils ont l'air tout petits à côté, qui servaient en fait à l'orbiteur, donc à la navette elle-même, de manœuvrer dans l'espace. Et donc la NASA en avait une dizaine robus qui servaient à rien, qui ont volé. Donc tous les moteurs qu'on a sur le SM, ils ont volé sur le shuttle, ils ont été dans l'espace, ils ont été démontés et remontés. Et donc nous, ces disques que la NASA avait en rab, on en a pris 6, et c'est notre moteur principal à nous de l'ESM. Enfin, au sommet de la fusée, Orion est recouvert au lancement par la tour de sauvetage. En cas de problème, elle se met à feu, expulsant la capsule loin du reste de la fusée, permettant ensuite le déploiement des parachutes et le retour en sécurité des astronautes. L'ensemble de ces composants est conçu en Louisiane, dans l'Utah, en Allemagne et dans d'autres lieux, et se retrouve à la fin en Floride pour l'assemblage final sur la plateforme de lancement, dans le VAB, un bâtiment emblématique construit à l'époque d'Apollo pour assembler les Saturne V.
Announce your engine start. And we're in the cross count. Engine start. Les deux boosters voyagent en 10 segments par train, chaque segment pesant 163 tonnes. Ils sont transportés chargés de poudre dans des wagons avec une coque de protection spéciale. 2 locomotives dirigent le tout sur 3 voies ferrées qui séparent l'Utah de la Floride. Ce qui se passe ensuite au Kennedy Space Center, c'est que les segments de booster arrivent, ils sont déchargés des wagons et stockés jusqu'à ce que nous soyons prêts à les assembler. Nous avons la High Bay 3 dans le bâtiment d'assemblage avec toutes ses plateformes et la tour de lancement est présente. Elle a terminé sa phase de vérification et de validation. Tout ce dont nous avons besoin, c'est des composants de la fusée pour démarrer l'assemblage. Pour les boosters, il faut aussi les préparer à l'avance dans un bâtiment avant de les envoyer au VAB. All right, so this is the first pin for the Artemis program boosters. The last time this booster was pinned here was 10 years ago for shuttle. Pin. Nous n'allons pas commencer à les assembler sur la plateforme de lancement dans la High Bay 3 avant que l'étage principal a terminé ses essais à Stennis, au Mississippi. Une fois que nous savons que l'étage principal est en route, nous pouvons commencer à assembler les segments de booster sur la plateforme qui va transporter la fusée vers le pas de tir pour le lancement. En fait, c'est très similaire à la façon dont nous assemblions la navette. La première chose que nous devons faire, c'est d'assembler les segments de booster et les placer sur la plateforme de lancement mobile. Une fois que c'est fait, l'étage principal arrive sur la barge Pegasus depuis le centre Stennis, où il fait ses essais.
Il roule dans l'allée de transfert, il est soulevé et descendu dans la high bay où il est boulonné aux boosters latéraux. Start south, you have about 20 on your south, about 20 on your west. Southwest 2020. Roger. Pour la navette, c'était le réservoir extérieur qui venait sur la barge. Il était levé, descendu et fixé au booster. Après, il servait de colonne vertébrale pour tenir les boosters et la navette ensemble quand elle était installée. Maintenant, il n'y a plus de navette à rajouter. À la place, on place l'étage supérieur et le module de service et de commande par-dessus. Le module d'équipage d'Orion a déjà traversé ses tests au centre Glenn à l'installation de Plum Brook. Là-bas, il a passé son test avec brio. Il est en stockage dans un de nos bâtiments, l'ONC, en Floride. Et Orion va se rendre dans un bâtiment spécial pour qu'on le remplisse de carburant. Et une fois qu'il est avitaillé, on lui pose sa tour de sauvetage sur le dessus. Le tout est transporté vers le VAB pour l'assemblage sur la SLS. C'est donc un pré-assemblage et on fixe cet ensemble sur la SLS.